Imaginez cette scène. Nous sommes en 1950, en pleine période coloniale. Imaginez 4000 femmes, des peuples hâtiers, bêtés, baoulés. Elles ne parlent pas les mêmes langues et pourtant, elles marchent ensemble d'un pas énergique pour prendre d'assaut la prison de Grand Bassam. En face d'elles, la police coloniale, armée de fusils et de canons à eau. La tension est palpable. Certaines femmes essayent de calmer leur bébé. Il va falloir être fortes, elles ne peuvent plus reculer. Marie Corée motive les femmes à affronter la police pendant que Mamine Doli Amouin commence le rituel mystique de l'Adjani. La scène est épique. Une révolte de femmes africaines contre la colonisation française. Dites-vous que l'action se déroule 5 ans avant les grandes marches de Martin Luther King aux États-Unis, et pourtant, je suis sûr que la majorité d'entre vous n'en a jamais entendu parler. Alors, puisqu'il n'y a pas encore de film ou de série pour raconter cette histoire incroyable, je vous propose de découvrir avec moi comment nos mamans se sont battues contre la colonisation française. J'ai été me renseigner directement sur place à Bassam, en Côte d'Ivoire. J'avais rendez-vous avec l'historien Nandouar Akwesson, auteur du livre « La marche des Dames glorieuses sur Bassam ». Mais avant de me raconter la marche des femmes, M. Akwesson tient à m'expliquer le contexte de l'époque. Et pour ça, on remonte en 1949, au moment où le monde bascule dans la guerre froide. Les communistes sont exclus du gouvernement français et tous leurs alliés vont être persécutés. C'est l'occasion parfaite pour les colons d'Afrique. Ils peuvent enfin réprimer en toute tranquillité le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui unit des Africains de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, en passant par le Sénégal, avec une seule idée en tête, l'égalité réelle des colonisés et des colonisateurs. En France, les seuls qui soutiennent le RDA, c'est le Parti communiste. Le gouverneur André Latry, jugé très paternaliste vis-à-vis des indigènes en griffe, est rappelé à Paris et remplacé par quelqu'un de plus dur, de plus raciste, de plus coriace, Laurent Péchou. Quand Péchou arrive, son seul objectif, c'est de décapiter le RDA. Et en janvier 1949, le RDA décide de ne pas reconduire M. Djoman à son poste de sénateur. Ce dernier, furieux, démissionne et crée son propre parti, le Bloc démocratique éburnéen, en opposition au RDA. On voit des Noirs du PDCI RDA qui se bagarrent avec des Noirs du Bloc démocratique éburnéen. L'occasion est belle, elle n'était même pas rêvée par Péchou. Péchou en profite, il fait tirer sur la foule et il met bras sur tous les leaders, tous les jeunes hardis, forts du PDC-RDA. 200 environ à travers la Côte d'Ivoire sont emprisonnés. Nous sommes en décembre et les leaders du RDA sont toujours emprisonnés sans date de procès. Et c'est à ce moment que leurs femmes entrent en action. Et oui, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé des hommes pour vous donner le contexte global. Mais le vrai sujet de cette vidéo, ce sont les femmes. Comment ont-elles réagi à l'arrestation de leur mari ? Je suis allé à la rencontre de Madame Traoré Aminata Camara, la fille de Lamar Camara, un des détenus, et de Massaran Camara Keïta, une des leaders de la marche. Je lui ai demandé comment sa maman a vécu la situation. Comme toutes les femmes, elles ont été surprises parce que ils étaient censés se rendre à une réunion politique. À aucun moment, ils n'auraient imaginé qu'ils seraient arrêtés et incarcérés et que ça allait durer aussi longtemps. Personne n'avait prévu ça. Et elles ont essayé de gérer le quotidien des familles jusqu'à ce que, désespérées, elles se disent « écoutez, rien ne marche, on va devoir aller affronter l'autorité et puis assiéger la prison au besoin. » Nous y sommes. C'est comme ça que va naître l'idée incroyable de la marche des femmes sur la prison de Bassam. Mais quel était le rôle politique des femmes à cette époque ? Les femmes ne jouaient pas un rôle très actif jusqu'à cet événement qui les a propulsées au devant de la scène sans qu'elles y soient préparées. Pourtant, j'avais entendu dire que le RDA avait une section féminine. Quand le PDC-RDA est créé en 1946, dans ces tests, il est prévu une place pour les femmes. Sauf que, jusqu'à ce que les hommes soient arrêtés le 6-7 février 1949, aucune femme n'était représentée. La seule femme qui travaillait avec les hommes à l'immeuble Porquet
s'appelait Mademoiselle Kakou, ensuite épouse Kofi Gado. Elle était juste secrétaire dactylo personnel du président Houphouët-Boigny. C'est plutôt quand tous les hommes sont persona non grata, Houphouët-Boigny lui-même s'était retrouvé à Bonzi, après Yamoussoukro, que les femmes, notamment Makoukou, Traoré, ont pris la résolution de remplacer les hommes. Ce fut une grosse révolution. Et cette marche des 22-24 décembre 1949, ce fut la première activité politique populaire des femmes. En effet, Madame Gado parcourt les marchés, elle rencontre les doyennes dans les villages, elle fait adhérer massivement les femmes au RDA. Mais c'est difficile car à l'époque, les lois coloniales empêchent les femmes de s'organiser politiquement. Il n'y avait pas encore la loi Jacquet qui permettait aux femmes de travailler. La loi ne permettait même pas aux femmes de conduire un véhicule. Les femmes sont juste des individus à la maison. Alors elles disent, pour permettre la suivi de nos enfants mineurs, il faut tout mettre en œuvre pour libérer les hommes. Elles se concertent, elles décident d'aller voir le gouverneur pour lui dire, ce n'est pas un bras de fer, nous vous demandons tout simplement de libérer les prisonniers. Le gouverneur Péchou refuse la demande des femmes. Il explique qu'il n'est pas habilité à libérer leurs maris et il les renvoie s'adresser directement au procureur. Les femmes mettent en place un plan. Elles se disent « Rendez-vous le 22, très tôt le matin, nous marchons jusqu'à Grand-Bassam. Le 22 décembre, elles sont là, mais elles ne sont pas reçues par le procureur. Le lendemain, elles se rendent encore voir le procureur. Mais cette fois-ci, les 525 femmes venues d'Abidjan ont leur effectif multiplié par 3. Parce que là où elles ont dormi, là où elles ont mangé, là où elles ont reçu de l'eau, les mêmes femmes les accompagnent. Quand le procureur voit 1500 femmes, il demande à la police de les chasser. Elles repartent encore dans des domiciles, des chefs communautaires, et c'est là-bas que dans la nuit, elles prennent la décision suivante. Le lendemain, on n'ira plus voir le procureur. On ira directement à la prison. Si nous devons la casser, nous allons la casser pour faire sortir les hommes. La décision est prise. Elles ne peuvent plus faire marche arrière. Les femmes se préparent à l'attaque. Il leur faut une vraie stratégie. C'est Marguerite Sakoun qui va en proposer une. Elle était une stratège incroyable. C'est son idée qui a permis que les femmes prennent réellement d'assaut la prison. Parce que quand chez le chef baoulé Kofi Damo, les femmes disaient « Demain, nous allons attaquer, nous allons attaquer, nous allons attaquer », Marguerite Sakoun, qui était dans la foule, leur a dit « Mes sœurs, pendant que nous tenons ce meeting, je sais que l'administration coloniale sait également ce qu'on fera demain. Ils ne nous laisseront pas passer. Je vous propose la stratégie suivante. Nous allons nous répartir en 3 sous-groupes. Toutes les femmes Agni Nzema, comme moi, qui comprennent le langage Apollo ou Tui, passez déjà le pont. Quand les policiers vous demanderont où vous allez, dites-leur simplement que vous habitez le quartier France. C'est normal, puisqu'il y a des Noirs ici, ils vous laisseront passer. Vous serez le front numéro 1. Demain, ne bougez que lorsque vous entendrez nos cris. Nos cris, nos pleurs seront votre signal pour attaquer la prison. Mais pour que la prison ne soit pas gardée, il faut qu'il y ait un deuxième front. Le front des vieilles femmes. Toutes les vieilles femmes comme Moussokoro Kambara qui ont plus de 60 ans, 70 ans, c'est sûr que vous ne pouvez pas marcher. Sinon, vous serez brutalisés. Vous allez vous mettre en face de la prison, sur la lagune ou la dite dans les pirogues. Vous donnez l'impression que vous allez traverser en pirogue pour prendre la prison. Du coup, les gendarmes qui sont venus d'Abidjan chargés de surveiller la prison seront obligés de donner le dos à la prison afin de vous tenir à l'œil. Nous, le troisième front, le front des jeunes filles, le front des dynamiques. Nous allons attendre le maximum de femmes. C'est pour cela qu'à 8h, on ne démarrera pas, ni à 9h, ni à 10h, ni à 11h. On attendra midi. Quand on sera des milliers de femmes, on va attaquer en chantant, en criant. Et quand les gendarmes commenceront à nous battre, nous allons crier, nous allons pleurer. Alors le front 1, vous allez ramper. Et quand vous allez remarquer qu'effectivement les gendarmes ont le dos à la prison, prenez la prison d'assaut. Et c'est exactement ce qui s'est produit autour de 14h. C'est vraiment de la stratégie. C'est vraiment de la stratégie. Vraiment incroyable. Comment ça se fait qu'on n'étudie pas ça à l'école? On nous parle toujours de Gandhi, de Mandela, mais voilà une femme stratège de la non-violence, Marguerite Sakoun, une Africaine qui parvient à coordonner 4000 femmes qui parlent des langues différentes et qui ne se connaissent même pas.
Et tout ça sans téléphone, elle n'avait pas WhatsApp, et on est en pleine période coloniale dans le contexte ultra-violent de la répression française. C'est complètement fou. Monsieur Akwesson m'emmène dans l'ancien tribunal colonial qui a été transformé en musée. On y trouve les portraits des femmes qui ont conduit la marche. Et il tient à me parler d'une autre stratège. Elle est extraordinaire, elle était déjà vieille, un peu plus de 60 ans. Elle était sûre qu'elle ne pouvait pas parcourir les 60 km qu'il y avait entre Adjamé, Dallas et Grand Bassam. Elle s'est rendue au poste de police. Elle a dit au commissaire Blanc, « Monsieur Leblanc, moi je vais aller marcher à Bassam aussi, mais pour la France. » Vous êtes combien? On est plus de 300. On leur a loué de gros véhicules cargo. Qui les a transportés gratuitement. Elles étaient déjà habillées en bleu, blanc, rouge avec les drapeaux tricolores. Mais arrivées ici, elles ont jeté leurs accoutrements bleu, blanc, rouge et puis elles sont entrées dans le sombre. Elle s'appelle Moussokoro Kamara. Les femmes sont prêtes à tout pour se mobiliser. Mais les difficultés sont très grandes. Pour atteindre la prison de Bassam, elles doivent encore traverser un pont, le pont Gustave Eiffel, construit par l'architecte de la Tour Eiffel. Sauf que ce pont est bloqué par les troupes coloniales. Selon le plan de Marguerite Sakoun, c'est le front numéro 3, celui des jeunes filles dynamiques, qui doit traverser le pont. Mais comment faire? Elles n'ont que leur bébé et leurs mains face à des policiers en armes. Elles vont devoir faire appel à leur savoir mystique. Sur le troisième front, le front terrestre, nous avons peut-être 2000 femmes. À l'intérieur de ces 2000 femmes, on pouvait dénombrer autour de 500 femmes habillées totalement de blanc. Ces femmes appartiennent à un rituel baoulé venu de la Chantilly qu'on appelle Adjanou. Littéralement barrer. Barrer l'intérieur. Ou en français facile, conjurer le mauvais sort. L'Adjanou est un rituel, est une danse qui se pratique surtout la nuit, où les femmes sont complètement nues, ou la journée, où elles sont habillées de blanc, lors des situations conflictuelles assez graves. Leur patronne s'appelle Mami Ndoli Amoui. L'administration coloniale avait placé dans la lagune ou la dîne, sous le pont, deux motopompes. Ces motopompes malaxaient l'eau saumâtre, imbibée de tessons de bouteilles et de sable, qui, en aspergeant les femmes, les aveuglait. C'est alors que Mami Ndoli Amoui a demandé aux autres femmes qui ne sont pas habillées en blanc de reculer et à ses consoeurs de la Djanou de se mettre littéralement nues. Parce qu'en fait, la Djanou, il se danse la nuit et nue. Et quand elles ont entamé cette chanson hautement mystique, les deux machines à pomper de l'eau sont tombées en panne, ont explosé. Du coup, les hommes eux-mêmes, les militaires eux-mêmes terrorisés, ont commencé à voir les femmes venir, les acculer et traverser le pont. Ça, ce fut un élément fantastique au cours de la marche et qui a contribué fortement à la décolonisation de la Côte d'Ivoire. La marche des femmes, c'est également une victoire mystique. C'est une victoire populaire, c'est une victoire des femmes, c'est une victoire des comiens, c'est une victoire des danseuses d'Adjanou. C'est une victoire mystique. J'en apprends toujours plus sur cette marche. J'avais pourtant lu toutes les archives coloniales disponibles en France et je n'avais jamais vu quoi que ce soit sur l'Adjanou. Au contraire, les colons accusent souvent les femmes d'avoir utilisé des armes blanches. Je pose la question à monsieur Akwesson qui me montre une fresque racontant la marche. Dans certains rapports de la police, on a dit les femmes avaient des armes blanches. Non, ce n'est pas des armes blanches. Les femmes qui pratiquent l'Adjanou, quand elles doivent imiter le génie tutélaire de l'Adjanou, la Sandré est un génie qui marche à 4 pattes. Donc chaque femme, naturellement les hommes ont 2 pattes, ont 2 autres bois pour imiter la démarche du génie. Donc elles sont venues danser avec des bois. Ce n'étaient pas des armes blanches, c'était des armes d'exécution, c'était des outils d'exécution de la danse. Voilà. Comme une chorale avec ces trucs. Donc c'est ce qui est représenté là. Heureusement que je suis allé voir sur place. Si je m'étais basé seulement sur les archives coloniales, je n'aurais jamais compris ce rituel. L'histoire écrite par les colons est vraiment différente de celle racontée par les colonisés. J'en suis convaincu, l'histoire est une arme, il faut apprendre à la manier. D'ailleurs, une seule femme va réellement entrer dans l'histoire africaine. C'est Marie Corée. On retrouve son visage sur des pièces et même sur des billets de 1000 francs. Mais pourquoi Marie Corée est la seule parmi 4000 femmes à réellement entrer dans l'histoire? Monsieur Akwesson a sa petite idée.
Quand Marie Corée arrive autour de 1919, elle croise un Européen qui l'épouse. Marie Corée ne vivait donc pas à Djamé, le ghetto africain. Elle ne vivait pas à Treichville, le quartier des Africains assimilés. Elle vivait carrément au plateau, cité réservée exclusivement aux colons. Marie Corée appartenait donc à une certaine classe sociale déjà. Et puis un jour, en 1946, Marie Corée dit à son époux: je t'aime bien, mais je crois qu'il est inconcevable que je sois avec toi ici et que mes pères noirs soient dans le ghetto. Alors, je souhaiterais qu'on ait le divorce à l'amiable. Attention, nous sommes en 1946, il n'y a pas encore la loi qui autorise le divorce à la femme. On ne prenait pas en compte le consentement des femmes. Divorce non autorisé, consentement de femmes non autorisé. Et elle prend ce risque. Mais elle arrive quand même à convaincre son homme. Il se sépare et part avec une partie de la fortune du monsieur. C'est comme ça que Marie Corée s'installe à Treichville, où elle crée le premier allocodrome d'Abidjan. Son allocodrome reçoit les militants indépendantistes africains parlant de RDA, de décolonisation, de droits des peuples, des chartes de l'ONU. C'est comme ça qu'elle va rencontrer Séri Corée, un des leaders du RDA, qui va être emprisonné. Elle devient sa deuxième femme. Je crois que cette histoire mérite vraiment un film. Imaginez les réunions du RDA dans un allocodrome à Treichville. Bref, on arrête. Revenons à Marie Corée. Pourquoi son nom est resté dans l'histoire? Pour m'expliquer, M. Akwesson m'a emmené directement sur le pont Gustave Eiffel. Voilà, donc les machines étaient là. Une ici et l'autre de l'autre côté. Et les soldats ici tenaient les tuyaux et arrosaient les pauvres dames qui venaient. Là. Et c'est ici que les premières dames se sont affaissées. Et celles qui ont pu passer le barrage hydraulique ont été carrément projetées et jetées dans la lagune. Et quand elles ont commencé à être traumatisées, qu'elles n'arrivaient plus à avancer, c'est là que Marie Corée est elle-même descendue dans la lagune. Et elle a commencé à crier: mes sœurs, n'ayez pas peur de l'eau. Elle est l'une des rares femmes à avoir traversé le pont Gustave Eiffel. Et malheureusement, juste après la marche, 2 ans après, elle a eu un panarie au doigt. Elle s'est rendue à l'hôpital annexe de Treichville. On lui a fait une injection. Elle ne s'est plus jamais réveillée. Marie Corée, c'est donc l'une des rares femmes de la marche qui n'a pas pu voir l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'histoire est si tragique que très vite les Ivoiriennes se mobilisent pour préserver sa mémoire. L'historienne Henriette Diabaté, autrice du livre La marche des femmes sur Grand Bassam, se demande si Marie Corée a inspiré le sculpteur ivoirien qui a réalisé un grand monument en l'honneur des femmes à Bassam. C'est là qu'elles étaient assises, de 6h du matin jusqu'à 12h30, heure de démarrage de cette grande marche-là. La première femme, qui est censée être la bassamoise, donc qui connaît la cité, utilise sa main droite pour attraper la main d'une autre femme et lui indique le chemin. Et le bébé au dos signifie tout simplement l'avenir de l'Afrique. Ça veut dire ce combat de libération de 1949, il va continuer jusqu'en 2023, il continue. En plus de la statue, M. Akwesson me montre une grande fresque peinte sur le mur d'un ancien bâtiment colonial. Mais personne ne sait vraiment qui l'a peinte. Le seul problème que nous avons avec cette fresque, c'est qu'elle a été réalisée par un artiste français qui est passé à Grand Bassam lors du phare, le Festival des Arts de la Rue, à sa dernière édition, je crois en 2013. Il n'y a plus jamais eu de Festival des Arts de la Rue, donc la fresque entrée s'est dégradée. Bon, vous imaginez un peu ce qu'il faut faire. Je pense que Bassam, c'est une ville essentiellement culturelle, artistique. Si on demande au président des artistes de Grand Bassam, M. Yao Georges, de nous trouver quelqu'un pour représenter ça, on pourra le faire. Au-delà des pouvoirs publics, quelques membres de la société civile ivoirienne se mobilisent pour conserver la mémoire des femmes de Bassam. Je suis retourné voir Madame Camara. Elle est membre de la fondation Massaran Camara Keïta, du nom de sa maman, l'une des leaders de la marche. Notre mère, elle nous disait comme ça, vous savez, lorsque votre père a été emprisonné, il n'y a pas que nous qui avons lutté pour qu'ils puissent obtenir leur libération définitive.
Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés, mais on n'a jamais eu l'occasion de les remercier. C'est comme ça que c'est venu, elle a dit, on ne leur a jamais dit merci pour ce qu'elles ont fait, toutes ces femmes qui se sont mobilisées, qui sont venues de toute la Côte d'Ivoire, des pays voisins. Les choses se sont passées très rapidement, nous nous sommes perdus de vue, mais je voudrais, pour celles que vous arriverez à retrouver, leur dire merci. Et c'est comme ça que va être créée la Fondation. Sa première action est d'organiser une rencontre des survivantes de la marche. On s'est dit, il faut d'abord lancer un recensement, il faut qu'on les retrouve. Ça a commencé tout petit. On a eu 3 personnes, 5 personnes, 7 personnes. Et de fil en aiguille, avec l'aide des radios de proximité de Grand Bassam, on a pu rassembler plus d'une dizaine de personnes. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Pour remercier ces femmes, Massaran Camara Keïta a eu une idée très originale. Vous ne leur donnez rien. On a dit si, on a prévu. Elle nous a dit, quel que soit le cadeau que vous allez leur offrir, je souhaiterais que vous y ajoutiez des seaux. Bon, on lui a dit des seaux, mais pour en faire quoi? Parce qu'on ne voyait pas, c'est pas habituel. Elle a dit non, je veux que vous leur offriez des seaux. Vous ne pouvez pas comprendre, mais celles qui ont participé à la marche sauront ce que je veux leur envoyer comme signal. Elle dit, vous vous imaginez, on était des milliers de femmes, certaines avec des enfants en bas âge, et même pour la toilette et tous les besoins, on avait besoin de seaux. Et Bassam n'était pas une ville qui était préparée à recevoir du jour au lendemain 4000 femmes qui arrivent sans aucun objet de première nécessité. Elle dit, le seau, c'était le bien le plus précieux. Elle dit, elles vont comprendre, celles qui recevront le seau. Et ça a été le cas quand on a remis les cadeaux. On a vu un peu les mamans, comment elles tenaient leur seau. Je crois que c'était, elles se sont retrouvées 70 ans en arrière avec cet objet qui leur a été très utile. Des seaux. Voici peut-être le meilleur symbole de la marche des femmes sur Bassam. Comme quoi, même les détails les plus insignifiants peuvent faire sens. D'ailleurs, pour m'aider à terminer ma vidéo, Madame Traoré Aminata Camara me confie 2 livres précieux qui n'existent plus en vente. Le carnet de prison de Bernard Dadier et le livre écrit par Henriette Diabaté. C'est un immense honneur et je me promets de les conserver et de trouver une manière de les rendre accessibles au grand public. Vraiment, cette histoire n'en finit pas de me surprendre. Voici les points principaux que je retiens. Premièrement, la France a utilisé le prétexte du communisme pour réprimer les anticolonialistes du RDA. Deuxièmement, malgré leur statut de femmes colonisées, 4000 Ivoiriennes se sont mobilisées pour monter une stratégie digne d'un film d'action. Leur histoire mériterait d'être enseignée dans toutes les écoles d'Afrique et du monde. Elle mériterait d'être adaptée en série, au cinéma. Je compte sur vous pour ça. Troisièmement, il ne faut jamais prendre l'histoire écrite par les colons comme la seule vérité. Si j'avais fait cette erreur, je n'aurais jamais entendu parler de la Djanou et j'aurais continué sans comprendre la dimension mystique du combat qui s'est joué à Bassam. Et enfin, quatrièmement, la mémoire s'entretient avec des monuments en pierre, avec des fresques qui menacent de s'effacer, mais aussi avec des symboles plus subtils, comme le sceau. À nous de trouver comment transmettre cette histoire par tous les moyens nécessaires. Reste une question à laquelle je n'ai pas répondu dans cette vidéo. Est-ce que la marche des femmes a vraiment permis la libération immédiate des prisonniers de Bassam? Malheureusement, la réponse est non. Les femmes furent repoussées à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Mais leur mobilisation a suffi à terroriser les colons français qui n'avaient plus d'autre choix que de mettre en place un grand procès pour décider du sort des leaders du RDA. C'est le procès des 400 Ivoiriens, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai bientôt si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette histoire et si vous connaissez des histoires similaires. Si oui, racontez-les aussi en commentaire, on a besoin d'en savoir plus sur les résistances africaines. Et n'oubliez jamais, l'histoire est une arme, il faut apprendre à la manier.